Du coup, merci de venir à cette présentation. Sopkey Sharper Than Ever. Donc, alors, les slides sont en anglais, mais le speech, je vais le faire en français, vous inquiétez pas. Déjà, qu'est-ce que ça va être Sopkey? Pourquoi je vais vous présenter ce produit Smile? Je pense que ça doit être un problème récurrent que vous avez également dans vos agences, ou bien même que vous soyez freelance ou en agence ou pas, peu importe, c'est que vous avez sans doute déjà dû rencontrer le fait que configurer un site internet, c'est long, c'est répétitif d'un projet à l'autre. C'est un peu chiant quoi, à chaque fois de faire la même chose. Après, l'idée également, pour des besoins d'industrialisation, c'est bien également que d'un projet à l'autre, Ok. J'ai compris le message. Que d'un projet à l'autre, on évite de devoir répéter et qu'on puisse avoir une base de best practice qui soit commune et déjà prête. En termes d'industrialisation, pareil, pour permettre d'avoir des choses prêtes à l'emploi et éviter aux équipes de devoir refaire et refaire à chaque fois la même chose. Et dans le cadre de notre offre, dont je présenterai un peu vers la fin, l'idée, c'est qu'on voulait également avoir un produit en mode no-code. Alors le no-code, low-code, no-code, c'est vraiment aucun code supplémentaire. Low-code, c'est des petits bouts de code supplémentaires par rapport à ce qui est fourni de base. On vise le no-code, on n'y est pas encore, mais on tend une petite asymptote vers le no-code. Donc, qu'est-ce que Sopkey? Donc, par rapport à ces différents problèmes, qu'est-ce que Sopkey? Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose prêt à l'emploi, mais qui soit basé sur des design systems. On en a un peu parlé ce matin, je pense qu'on va encore continuer à en parler ces prochains jours. Mettre en avant le display building pour permettre justement d'avoir ce côté no-code et de permettre d'adapter aux besoins. Et avoir quelque chose qui pousse également les aspects outils éditoriaux par rapport à ce que fournit à Drupal par défaut. Et d'avoir une amélioration de l'interface par rapport à ce que fournit Drupal par défaut. Là, vous avez un petit exemple sur la droite. Donc là, actuellement, dans notre produit, nous avons deux design systems supportés. Le premier qui est Bootstrap et le deuxième pour tout ce qui va être un peu site d'institutions françaises, le design system de l'État français. Donc Sopkey, c'est un produit que nous avons commencé en interne il y a à peu près 2 ans. Et que on a enfin pu réaliser en public à l'occasion du dernier DrupalCamp à Rennes en mars 2024. Donc là, ça y est, ça a été mis en open source sur drupal.org, youpi. Donc là où on était un peu, on va dire, surpris, agréablement surpris ou pas, c'est que donc en mars 2024, on a fait la release publique de Sopkey. Et dans les mois qui ont suivi, on a eu deux grosses annonces dans la communauté. La première, ça a été le Drupal CMS, qui, pareil, avait ce côté argumenté sur le côté pré-out of the box par rapport à un Drupal core de base, avec une expérience éditeur, content editor bien poussée ou autre. Ce sont les mêmes segments sur lesquels on se positionne, youpi. Et un mois plus tard encore, hop, ou voire même le même mois, une autre annonce, l'experience builder, pour repousser le site building avec la gestion de l'affichage avec du site building. Donc voilà, ce sont les mêmes positionnements que nous avions, mais c'est pas grave. Au moins, ça veut dire que nous avions ressenti les gros sujets stratégiques qui allaient venir et on était déjà positionné là-dessus. Donc il y a un peu plus d'1 an, on a fait une première release, donc voilà, c'est une alpha, tout ça, on release en public, et depuis nous avons eu pas mal de retours, donc là on va un peu faire le retour sur cette année écoulée, donc quels ont été les problèmes que nous avons rencontrés, et quelles sont les solutions que nous avons mis en place pour ça. Parce que c'est vrai que quand on est à la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait comme amélioration, mais quand on prend le recul un peu sur 1 an, on se dit, le produit a quand même bien évolué. Déjà, le premier retour, c'est quand on a installé Sopkey, on avait un seul type de contenu, on avait un nombre de types de blocs un peu limité, on avait une démo qui était vide, notamment on en a parlé également ce matin au sujet des icônes. De base, on gérait que le jeu d'icônes Font Awesome, et donc il fallait pouvoir intégrer d'autres jeux d'icônes ou autres.
Là par exemple sur la droite, voilà, quand on a installé SoapKey, ben, la page d'accueil c'était le formulaire de login. Pas très user-friendly, on va dire. Du coup, en termes de solutions, entre guillemets, bon, pour les types de contenu, plutôt que d'avoir qu'un type de contenu page, ben, depuis on a créé des exemples d'autres types de contenu qu'on peut retrouver fréquemment. L'idée c'est que ça serve d'exemple et qu'après vous puissiez adapter ces différents types de contenu. Je regarde un peu au niveau de l'écran, c'est bon, ça apparaît bien, ça va? Ok. Vous puissiez ensuite les adapter. L'idée dans SoapKey c'est qu'on fournit une configuration par défaut, mais qu'après c'est vous qui êtes maître de votre configuration sur votre projet pour après supprimer ce qu'on fournit par défaut, refaire à votre sauce ou quoi. En termes de type de bloc, pareil, il y a un an, on avait une dizaine de types de blocs sur la gauche. Désormais, on a rajouté les types sur la droite, que vous pouvez voir. Donc, des types qui peuvent être assez récurrents sur des sites vitrines, ou pas nécessairement sites vitrines, mais tels que les CTA, les chiffres animés, les chiffres clés, des icônes, des listes, des progress bars, voilà. Donc ça a été rajouté depuis. Et on a également amélioré les type de blocs existants. Également, désormais, quand on installe SoapKey, il y a pas mal de contenu par défaut pour que ça ne fasse pas vide. Et récemment, c'est-à-dire il y a 2 semaines, nous avons également ajouté la gestion des thèmes Bootswatch, qui sont un peu des variations du thème de base Bootstrap, avec juste du CSS modifié, mais qui peut donner un bon effet par défaut quand justement on peut changer finalement l'aspect de votre site en un simple clic. Les icônes, voilà, c'est un peu redit des discussions de ce matin, mais c'est pas grave. Au niveau des icônes, nous avons travaillé sur le sujet des icônes avec la conception l'été dernier du module UI Icons, dont c'était prévu également que la base soit ensuite intégrée dans le noyau. Donc la base, l'API de base, la définition des icônes est intégrée dans le noyau depuis Drupal 11.1, depuis décembre dernier. Et ça permet donc d'avoir le thème, donc là par défaut notre thème Bootstrap qui déclare ces icônes Bootstrap, mais également dans SoapKey, en plus de ça on déclare les icônes font awesome, et donc ça permet de mélanger icônes Bootstrap et icônes font awesome comme vous voulez. Deuxième gros point noir, ça a été la gestion des médias. J'ai pu en parler un peu comme ça depuis ce matin. Visiblement, c'est un sujet assez partagé. Le problématique de la gestion des images, avec le fait de devoir paramétrer les images style, les responsive image style, et après devoir les appliquer dans vos affichages ou autres. Aussi, un autre besoin qu'on avait, c'est de pouvoir gérer des images de fond. Et ça, je reviendrai ensuite, la nécessité d'adapter finalement le rendu de l'image en fonction de l'espace disponible. On va parler après de pourquoi c'était la difficulté de la manière dont est faite SoapKey. Donc en termes de configuration de médias, du coup, oui, il y a un an, il n'y avait rien. Désormais, quand on installe SoapKey, il y a tout un tas d'images styles préconfigurées, tout un tas de responsive image styles qui font appel à ces images styles de configurer. Et du coup, dans les affichages des médias, on a tout un tas de view mode pré-paramétrés qui font appel à ces responsive image styles, et de même pour les blocs. Voilà. Donc laborieux, mais c'est fait au moins par défaut. Après, ça reste à améliorer. Récemment, il faudra que je poque le module qui s'appelle Rift, Responsive Image Formatter Tool, je crois, quelque chose comme ça. Dont le but c'est de permettre de générer finalement automatiquement toute cette configuration, ou en tout cas une partie de cette configuration, car certes là c'est fait, mais c'est fait à la main, et donc admettons que sur un projet on a besoin de rajouter un nouveau ratio supplémentaire, il faudrait recalculer toutes les tailles disponibles par rapport à ce ratio, les reparamétrer, etc. etc. Donc bon, l'idée serait quand même, la prochaine étape c'est automatiser ça, mais un pas en avant. Deuxième pas en avant, ça a été la gestion d'images de fond. Donc il y a une pléthore de modules existants communautaires qui existent pour gérer les images de fond sur Drupal.org. Alors certains, c'est à coup de template custom plus des bouts de CSS spécifiques dans ce module qu'il faut appliquer à la mano en surchangeant vos propres templates ou en faisant des inclusions. Certains ils gèrent en rajoutant un nouveau type de champ, d'autres s'appliquent uniquement sur les blocs, etc. etc. D'autres s'appliquent uniquement sur les médias.
Donc il y a tout un écosystème de modules, mais aucun convenait. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une solution un peu plus spécifique, même s'il y en a deux de ces modules-là dont je me suis inspiré parce que je trouve qu'ils proposaient les bonnes options. Mais un peu redéveloppé pour permettre de s'intégrer à la fois dans l'affichage de votre page avec bloc layout et également les blocs et les sections dans Layout Builder. Le troisième pain point sur la gestion des médias, ça a été, donc comme je disais, le fait de pouvoir s'adapter à l'espace disponible. Donc on n'avait aucune solution qui nous satisfaisait, donc c'est pour ça qu'on a développé notre propre solution qui est du coup sous forme de module contrib à part, inclus dans SOPKey, mais vous pouvez le tester vous-même. C'est QRI pour Container Query Responsive Image. L'idée, le principe de ce module, c'est que par exemple au niveau taille d'image, ce qu'on appelle les container query, c'est la même chose que les media query, seulement ça s'applique en niveau CSS, ça s'applique sur le fait de dire à l'image réagit en fonction de l'espace disponible dans le conteneur dans lequel tu es situé, par rapport au media query où du coup oui certes on peut dire ben voilà, à partir de 1280 pixels de large fait telle dimension, oui, mais si l'image est elle-même incluse dans une section de colonnes ou quoi, ben elle n'a pas de 1280 pixels de large à disposition. Donc alors que là avec les container query, l'image est entre guillemets consciente de l'espace vraiment qu'elle a à disposition. Donc ça marche sur la balise IMG, mais ça ne marche pas sur la balise picture. Or, dans Layout Builder, avec le fait qu'on puisse composer certaines de nos pages de manière assez libre, ben, un content editor, quelqu'un qui va faire du contenu, ben, il peut à tout moment dire ben, cette image-là, je la déplace à un autre endroit où elle a plus ou moins d'espace. Donc l'idée, ça a été de développer un polyfill JavaScript pour combler ce manque de fonctionnalité directement au niveau HTML, parce que cette implémentation est en cours de discussion au niveau du W3C, et l'idée ça a pour l'instant été de faire un polyfill JS pour combler ce manque, et avec ce petit module qui vient utiliser ce polyfill pour essayer de finalement générer une balise picture qui s'adapte à la taille disponible. Troisième gros pain point au niveau des feedbacks qu'on a eu, ça a été au niveau de l'UX UI. D'abord au niveau des styles. Donc les styles, je parle de UI Styles dans l'écosystème UI Suite, au niveau des styles des classes CSS. Le premier, ça a été voilà, qu'il n'y avait pas de prévisualisation quand vous voulez choisir un style à appliquer à votre bloc, à votre composant ou quoi. Deuxième effet, même si ici, là, vous pouvez voir entre parenthèses qu'il y a démarqué les petites indications used ou quoi, pour indiquer quand un style est utilisé, quand vous avez énormément de styles à disposition, que ça scroll, c'est assez hard de distinguer et de facilement repérer quels sont les styles utilisés ou pas. Bon, bah du coup, c'était cette difficulté-là de repérage. Autre aussi source de confusion, ça a été le fait que l'ordre des styles dépendait de la traduction. Donc là, à gauche en anglais, à droite en français. L'ordre changeait, donc ce qui fait qu'en termes de mémoire d'utilisation, quand vous passez d'une langue à l'autre, ben, potentiellement vous pouvez être assez perturbé par l'ordre des choses qui ne sont pas là où vous attendez à être. Donc ça là-dessus, on a travaillé là-dessus. Au niveau du UI pattern, ben, ça là sur la droite, vous pouvez voir un exemple de formulaire de configuration UI pattern 1, où c'est pas très clair, par exemple, quelles sont les données, dans quoi elles vont être injectées. Derrière, le formulaire était assez sommaire, mais bon, il était tel qu'il était. Et également, au niveau des librairies de composants, c'était possible d'avoir que les composants dans un seul état et pas la possibilité de fournir plusieurs exemples par composant, et donc pour montrer leur richesse. Et notre endroit où on avait beaucoup de retours également, c'est qu'on avait essayé de customiser dans Layout Builder certains affichages pour permettre justement d'éviter d'avoir des formulaires de configuration à rallonge.
Nicolas ici présent et s'était attelé à ça et il voudra vous dire que c'était très compliqué de customiser des formulaires Layout Builder et même des formulaires en général. Quand il s'agit de formulaires d'entité, c'est toujours compliqué. Et le deuxième point, c'est que en fonction des modules communautaires utilisés dans Layout Builder, on avait, alors là par contre ouais, ça s'affiche pas très bien, mais on avait une UI, un theming assez inconsistant d'un module à l'autre. Certains modules étaient bien supportés, d'autres moindres, ce qui faisait que ça faisait un affichage assez pouvant être un peu perturbant et pas homogène. Dernier pain point, ça a été les CSS variables. Ça rejoint ce qu'on disait ce matin, c'est que les modules, autant les modules UI Suite sont agnostiques de votre design system, mais selon votre design system, vous pouvez obtenir des formulaires à rallonge très compliqués, mais parce que le design system est complexe en soi. Et là, en l'occurrence, Bootstrap fournit beaucoup trop de CSS variables. Donc les CSS variables, rapidement, c'est ce qui permet potentiellement de venir surcharger certaines couleurs, certaines valeurs d'effets CSS. Et du coup, avec ça, vous pouvez surcharger par rapport à ce qui a déjà été compilé de base. Mais avec un tel formulaire à la rallonge et surtout potentiellement des couleurs redéfinies à beaucoup trop d'endroits, c'est assez confusant. Du coup, ce que nous avons fait pour les styles, bon déjà, on a légèrement amélioré l'indicateur d'utilisation. Alors c'est plus use, c'est applied, pardon. Après, voilà, on a amélioré, mais également on peut améliorer. On peut sans doute me faire, mais surtout quand on améliore quelque chose directement dans certains modules de l'écosystème, on ne peut pas utiliser quelque chose qui est spécifique au design system puisqu'on doit garder des modules agnostiques. Donc on améliore de manière à ce que ça marche à la fois en front, à la fois dans le theme back, quelque chose qui peut être commun à tous les design systems qu'on veut supporter. L'ordre, du coup on a fixé l'ordre des styles en leur indiquant un poids. Et lorsqu'on indique un poids avec UI styles dans un style, son ordre est fixe, peu importe sa traduction. Donc en plus en permettant de choisir les styles les plus couramment utilisés en premier, plus agréable à utiliser. Et nous avons également travaillé sur le fait d'avoir une preview, oui c'est bon, d'avoir une preview avec déjà certains styles qui permettaient qu'une seule option de les afficher sous forme de case à cocher. Certains styles qui se prêtent bien à avoir des icônes permettent justement d'avoir des icônes pour choisir les options plutôt que d'avoir que des listes de sélection à rallonge. Et lorsque c'est possible également d'avoir une prévisualisation des effets. Au niveau des composants, donc on est passé sur UiPattern 2, donc déjà qui fournit un formulaire de configuration plus simple, mieux organisé plutôt, voilà, parce que ça dépend, la complexité du formulaire dépend du composant. Avec d'abord slot et propre clairement définis. Donc les slots, c'est ce qui correspond aux fields en UiPattern 1. Les propres, c'est ce qui correspond aux settings du UiPattern 1, avec une distinction bien faite. Autre effet UiPattern 2, c'est qu'on peut avoir des composants améliorés qui bénéficient d'une meilleure gestion de ce qu'on appelle de l'objet attributes dans Drupal, pour pouvoir cibler finement certains endroits des composants. Et au niveau de la bibliothèque des composants, on a bénéficié du coup de nouveaux systèmes de stories où du coup désormais on peut fournir des composants avec autant d'exemples qu'on veut. Donc là, pour plus de flexibilité au niveau des composants, donc il y a désormais des sources de données, que ce soit pour les propres et les slots. Et il est possible également désormais de nester les composants, c'est-à-dire de mettre un composant dans un composant via le site building, ce qui nous permet d'éviter d'avoir, comme on faisait auparavant avec UiPattern 1, de devoir passer potentiellement par des view modes, des affichages intermédiaires qui étaient juste là pour des raisons techniques, de limitation technique, d'être obligé de contourner ça par des view modes intermédiaires. Ben non, là désormais, quand vous paramétrez votre affichage d'un type de contenu ou autre, vous pouvez tout faire dans le même view mode. Alors certes, le formulaire risque d'être un peu à rallonge aussi, mais mentalement, au niveau cognitif, ça reste un peu plus simple. Il y a une complexité en moins. Bientôt, il y aura encore moins de complexité. Ça, c'est pour la fin.
pour Layout Builder, donc ce qu'on a fait, donc déjà, on a retiré Gin Layout Builder. Il nous... Merci. Il nous faisait trop d'effets de bord. Puis après, derrière, c'était trop compliqué à maintenir. Pourtant, on a essayé, on a sponsorisé, module Gin et tout ça. Vraiment, on était à fond dans Gin et tout, mais là, c'était trop hard. Le problème de Gin Layout Builder, c'est qu'il prend le CSS de Gin pour se le recompiler en préfixant les classes par quelque chose d'autre pour éviter des effets de bord ou autre, mais du coup Gin a évolué, Gin Layout Builder n'a pas suivi, donc il y a un écart, et à chaque fois que potentiellement Gin se met à jour ou quoi, c'est hard. Plus à partir du core 10.3 ou autre, il y avait pas mal d'effets de bord avec des réécritures de certaines API du core au niveau JavaScript. Donc bref, hop, on a retiré Gin Layout Builder, moins d'effets de bord. Donc du coup, il n'y a plus la secondary toolbar qui est non plus. On a retiré la Gin toolbar parce qu'elle nous faisait un effet de bord, parce que Gin toolbar chargeait une librairie du module toolbar ou de Claro, je sais plus. Non, parce que Gin toolbar chargeait une librairie de Gin qui chargeait une librairie de Claro qui fournissait du CSS qui s'appuie sur la classe icon-link, sauf que pas de bol, Bootstrap 5 fournit également une classe qui s'appelle icon-link, donc dès qu'on avait une icône sur la page, il y avait tout qui explosait. Donc ne pas charger de CSS qui est prévu pour le thème d'administration dans votre thème front, voilà. J'avais signalé ça au mainteneur de Gin Toolbar et il m'a dit bon, c'est pas grave, on reste comme ça, c'est bon, j'enlève Gin Toolbar, on reste amis, voilà. Très bien. Et donc du coup, plus de Gin Toolbar, donc allez, c'est bon, on dégage Admin Toolbar et tout ça, et on embrasse le nouveau module navigation du core, même s'il reste encore expérimental, c'est pas grave, on se tape des bugs et tout, mais c'est pas grave, au moins on est précurseur, allez c'est parti, faire de lance. Voilà. Et puis surtout après, ce qui va avoir de bien avec la 11.2 du noyau et le switch au module navigation, c'est qu'on va enfin profiter d'une toolbar horizontale, comme Gin le fournissait, Toolbar le fournissait, mais désormais fourni par le noyau Drupal. Donc au moins un standard sur lequel on pourra s'appuyer ou quoi. Encore Layout Builder. Donc là, on a finalement retiré nos tentatives d'amélioration de l'interface parce que c'était trop hard-codé. Dans le thème UI Suite Bootstrap, on a depuis la 5.1, la branche 5.1 du thème, on gère les off Canva et les modales en off Canva et modal Bootstrap. Donc au moins c'est parfaitement intégré avec le thème front. Désormais toute la zone Layout Builder est elle-même également stylisée par UI Suite Bootstrap et non plus par Gin Layout Builder. Et par exemple, petite amélioration sympathique, on a géré le module Layout Builder Reorder qui permet de réordonner les sections, chose qui n'est pas possible nativement. Alors tout ça c'est bien, ce sont les réussites, mais il faut également parler des échecs. Donc on a également commencé un peu à essayer de factoriser les CSS variables de Bootstrap parce qu'il y en avait trop et que c'est pas utilisable. Bon, pour l'instant, la première tentative a échoué parce qu'en fait il faut vraiment être rentré dedans et c'est le côté comment dire, c'est compliqué de compenser côté je sais pas, UI skins ou autre, voire impossible, parce que finalement certaines propriétés, certaines valeurs de ces variables CSS calculées sont calculées avec des fonctions SAS, d'effets, de dark, de light, de gradient ou autre, qu'on n'a pas côté manipulation PHP, donc on ne peut pas régénérer automatiquement à la volée des choses comme ça. Quand le SAS est capable de mélanger des couleurs entre elles ou autre, bon, ça côté PHP il n'y a pas trop l'équivalent. Donc en fait il faudrait agir directement en upstream dans la librairie Bootstrap 5 pour faire en sorte qu'ils aient moins de variables CSS en fait. Mais bon, ça pour l'instant on n'a pas encore eu la bande passante pour le faire. Donc ça je vais l'annoncer également, mais on a passé à Drupal 11 en mois de mai. Donc ce qui nous a permis de commencer à tester les recipes pour un usage dans SoapKey, et pour l'instant ça ne nous convient pas trop parce que comme on veut un outil en no-code, si on veut
déclencher des récipies, ça voudrait dire qu'il faut une interface graphique pour les déclencher. Et pour l'instant, le noyau, même Project Browser, ne fournit pas ça. Ils fournissent des commandes rush pour déclencher les récipies, mais pas d'interface graphique. Et un autre point négatif, mais bon, ça c'était prévu dès le départ dans la manière dont on a architecturé SOAP-Key, c'est qu'on ne fournit pas d'update pour les configurations. C'est-à-dire que si dans une version 2 de SOAP-Key on fournit 5 types de contenu en plus, vous ferez la mise à jour en SOAP-Key 2, mais vous n'obtiendrez pas les 5 types de contenu en plus sur vos sites déjà installés. C'est par choix architecturaux pour éviter de casser potentiellement de la configuration que vous aurez fait en plus. Mais bon, du coup, pour les sites existants, ça reste quand même dommage à voir avec l'usage des recipes pour si un peu ce sera faisable ou pas. Les étapes clés que nous avons franchies, donc alors on peut dire ça s'accélère, mais voilà, c'est assez récent finalement. Donc décembre 2024 pour Bootstrap, donc on a intégré UI Icons dedans. En janvier 2025, on est passé à UI Pattern 2. Nouvelle branche ou quoi, 10.1.x. En février 2025, UI Icons et UI Pattern 2, mais pour la version DSFR de SOAP-Key. Et récemment, voilà, il y a un mois, pareil, passage à Drupal 11 parce que enfin les derniers modules contrib qui manquaient de compatibilité Drupal 11 qu'on utilisait ont été mis compatibles, donc on a pu avoir des versions Drupal 11 de SOAP-Key pour Bootstrap et DSFR. Les prochaines améliorations en cours, donc ça va être incessamment sous peu le fait de mettre de l'IA dans SOAP-Key pour par exemple gérer des traductions. Gestion de bannières de cookies, de SSO, de connexion à des API externes pour des diverses automatisations si possible. Encore améliorer l'intégration des médias et des images, même si désormais par défaut il y a quelque chose, ça reste quand même à améliorer s'il y en a encore des retours. Et le display builder. Mais qu'est-ce que le display builder? C'est ce qu'on... alors je crois qu'il y a des sujets de discussion qui sont prévus pour aujourd'hui ou demain à ce sujet-là. Et sinon, vous pouvez aller voir Pierre ou moi-même pour vous en parler plus longuement. Mais du coup, le display builder, c'est le prochain gros module UI Suite qui va s'appuyer sur UI Pattern 2 pour finalement faire pousser le display building encore plus loin en s'affranchissant, on va dire, des interfaces de configuration existantes. Donc par exemple, avec display builder, ça va remplacer par exemple structure block layout, ce qui fait que il n'y a plus besoin par exemple dans votre thème de définir à l'avance un certain nombre de régions. Vous aurez juste à drag and dropper directement de nouvelles sections, de nouveaux composants, et puis hop, ça fera votre page. Donc un meilleur contrôle pour tout ce qui va être header et footer, parce que actuellement c'est hard codé dans le template page.html.twig. Désormais page.html.twig c'est au revoir, il n'y en aura plus besoin, ce sera directement site buildable. Là où on a des limitations avec Layout Builder, il n'y aura plus de limitations, il n'y aura plus besoin également d'avoir 5 ou 6 modules contrib Layout Builder pour pallier à des manques des fonctionnalités core, et on l'espère également des variables CSS utilisables. Par exemple, problème de Layout Builder actuellement, quand vous mettez un composant qui n'est pas très preview friendly, parce que par exemple un élément de carousel item, il s'attend à être inclus dans un carousel, mais si vous devez paramétrer votre carousel item comme ça, en fait vous n'avez aucun affichage, donc aucun lien pour le paramétrer. C'est hard, donc avec le display builder on compte bien s'affranchir de ça. Par exemple, du coup, avec ceci, là vous pouvez voir une petite démo. Donc là, même si le composant il n'est pas très cool au niveau de la preview, parce que voilà, en builder, en mode preview, il n'y a rien, mais c'est pas grave parce que le display builder, il y aura un système de layers et d'arborescence qui vous permettront de toujours accéder aux éléments de configuration. Donc là-dessus, plus de problème. Et pour le remplacement de page layout, voilà, désormais avec un sous-module dans Display Builder, vous aurez directement accès à quelque chose pour paramétrer le layout en entier de votre page. Et au niveau de l'utilisation des variables CSS, désormais quand vous avez un bloc, voilà, vous avez différents onglets encore.
Et là, par exemple, dans Tokens, il y a l'accès aux variables CSS qui seront déjà prescopées pour ce composant-là. Mais après, derrière, il y aura chaque onglet pour les styles et autres. Et tout le display builder sera configurable. Ce qui fait que toutes les options, comme vous voyez là, layers, builder, preview, index, library, history, mais même là les options à l'intérieur d'un bloc ou quoi, tout ça sera configurable. Vous pourrez vous-même fournir vos propres éléments de configuration via des plugins. Donc voilà pourquoi on pense que ça va être un très bon, très bon next step qui va permettre encore de faciliter un peu tout ce qui est paramétrage. Ça a l'air cool. Également en prochaine, et d'ailleurs le display builder le code du display builder a été mis en public il y a 10 jours je crois, c'est ça? Il y a 10 jours sur Drupal.org, donc ça y est, vous pouvez aller tester si vous voulez. C'est pas encore tagué d'alpha, mais incessamment sous peu, là on gère les premiers retours. C'est pour la semaine prochaine, alpha. Voilà. Tu n'es pas intégré sous qui? J'ai un ticket, je suis en cours. Parce qu'en fait, là, le petit problème, c'est que Layout Builder, quand on est dans Manage Display, il veut prendre la main. Mais il laisse pas la place à d'autres Display Builder de venir et de s'activer à la place. Donc il faut que ce qu'on fournit dans Display Builder puisse cohabiter avec le Layout Builder. Donc à l'instant T, en fait, tu peux avoir le Display Builder activé, mais tu peux pas, dans l'interface, tu peux pas l'activer pour dire bah, sur ce view mode là, je le veux. Donc là, il y a une merge request en cours où là c'est l'inverse, c'est quand tu as le Display Builder, tu n'as plus le Layout Builder. Donc bon, il faut juste trouver le juste milieu pour que c'est soit l'un soit l'autre d'activer, mais pas qu'il se marche dessus. Parce que ben, voilà, le but c'est que si tu as envie d'avoir des éléments paramétrés avec Layout Builder, tu puisses, d'autres avec Display Builder, tu puisses, et surtout en termes de transition pour des sites existants qui utilisent Layout Builder, que les deux puissent cohabiter. Voilà. What else? Tac. Donc là également, bon là on fournit Bootstrap et DSFR, mais l'idée c'est si vous voulez votre design system dans SoapKey. Ben, n'hésitez pas à aller voir Laetitia ou Vincent ou moi-même pour des démos privées. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Parce que alors c'est vrai, ça partait un peu du principe que potentiellement le rappel sur SoapKey était assez bref sur sa structure. Qui c'est qui a déjà Oui. utilisé SoapKey? Oui, il y a une question. Oui. Moi, c'est sur les recipes. Est-ce qu'il y aurait une volonté à faire un peu comme Drupal CMS, c'est-à-dire d'en mettre par défaut qui serait installable Bah, j'ai poké ça il y a un mois en fait, avec le passage à Drupal 11. Et en fait, déjà le premier usage que j'aurais voulu, c'est les contenus par défaut. Actuellement, on utilise le module Default Content, plus un tas de patchs là-dessus. Je me suis dit, bon, ben cool, avec les recipes, ben, on peut fournir du contenu par défaut, donc ça fera un module en moins, un module contrib nécessaire en moins, mais à garder ce module pour l'export des contenus, finalement pour la partie développement uniquement. Donc, mais je me suis dit, bon, au moins au runtime, en production, ben, ça fait quand même un module contrib qui devient juste une dépendance de développement et puis une dépendance tout court. C'est déjà ça de gagner. Mais comme j'ai dit, ben, le fait que nous comme on propose une offre en mode SaaS, vraiment no code, ben, il faut qu'il y ait un élément d'interface graphique pour pouvoir activer des recipes. Et là actuellement ça y est pas le cas. Je me suis dit bon, ben, je vais poker rapido Project Browser parce que je me suis dit, il me semblait qu'en effet dans des démos de Drupal CMS, ils activaient les recipes depuis le back office, mais ben, enfin, quand j'ai testé le Project Browser, c'était toujours pas le cas. Pour les recipes. Voilà. Mais c'est dans le Drupal CMS. Ouais, mais je pense qu'il a dû avoir une petite surcouche qui est propre au Drupal CMS et qui n'est pas encore en dehors de ça, donc c'est un peu dommage. Mais oui, à terme, si possible, c'est l'idée. Ce serait une idée. Moi, je vois ça comme la renaissance en 100 fois mieux de Panel Anywhere. Ah, Panel Everywhere, ouais. Bah, c'est un peu l'idée. Panelizer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie technique du Display Builder
Ah, Quoi c'est basé, est-ce que c'est lourd, ok. Alors du coup, le display builder, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'appuie, donc techniquement, là en front, en front, il s'appuie sur des librairies qui sont déjà dans le noyau. C'est Sortable.js et HTMX qui, du coup, depuis Drupal core 11.2 également, fait partie du noyau. Donc finalement, en termes de JavaScript, il s'appuie que sur, du core. Et derrière, en termes de back, finalement, c'est juste des endpoints qui eux-mêmes font appel à du UI Pattern 2. Donc c'est vraiment juste une surcouche graphique à de l'API UI Pattern 2. Voilà. Après, je pense peut-être qu'il y aura pour des aspects techniques du display builder, sinon il y a Pierre qui sera présent. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une source en YAML par exemple et de pouvoir l'éditer, la importer dedans Alors, vas-y, ouais. En fait, on utilise des config entities. Quand on peut une config entity existante, par exemple, pour un entity view display, ben, ça sera entity view display config entity. Pour views, on store dans entity views. Pierre, si tu veux parler au micro. Ouais. Et par contre, Captation. il y a une config entity qui manque cruellement dans Drupal core. C'est bon, t'inquiète pas. Est-ce que je m'entends pas amplifié? Ah, ok. Oui, j'ai pas le retour. Désolé. Il y a une config entity qui manque dans Drupal core cruellement, c'est celle des page layouts. Parce qu'aujourd'hui, quand on build sa page, chaque bloc va être une config entity. Donc, c'est un truc, ça, si on l'a créé. Dans les webforms, style dans le webform, il y a la source. Alors, oui, on a accès au YAML, mais en lecture seule pour l'instant. Mais on a... Ah non, peut-être en lecture-écriture. Il faudra qu'on regarde ensemble. Je fais un talk et on regardera ça pendant mon talk. Mais alors sinon, techniquement, comme Grim Reaper l'a dit, c'est vraiment le plus drupalien des modules que vous pouvez imaginer pour display building. Il n'y a pas de dépendances JS qui ne sont pas dans le core. Et ça s'intègre totalement, c'est vraiment le module normal, quoi. Ça s'intègre totalement dans les API Drupal. Et tout ce que vous voyez, c'est un nouveau plugin type qui s'appelle Island, parce que c'est Interactivity Islands. Et à la fois les boutons, les menus contextuels, les différentes parties du builder, les sidebars, tout, sont des plugins. Et ce sont des plugins qui en fait ressemblent à des blocs, des plugins blocs, plus légers et qui réagissent à des éléments HTMX. C'est pour ça que par exemple, si on va quelque part dans le flux par exemple, je sais pas où on est, et qu'on réordonne, ça va mettre à jour plein de petits trucs dans la page grâce au fait qu'il y ait ce nouveau plugin type. Et c'est un plugin type qu'on va proposer dans Core. Parce que ECA, Jürgen as de ECA, est aussi intéressé pour la nouvelle interface d'ECA. ECA, c'est Event Condition Actions, c'est on va dire le rules nouveau. Voilà. Donc en fait, il y a moyen, finalement, aujourd'hui c'est un tout petit module d'à peu près 3500 lignes. Il y a moyen qu'il reste petit parce qu'en fait, on utilise tout ce que Drupal Core et UPattern nous offrent et on joue le jeu Drupal, quoi. Et donc, comme c'est un plugin type, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, vous pouvez rajouter vos plugins vous-même en PHP. 2, le builder lui-même est une config entity. Et vous pouvez créer plusieurs builders. Et ces builders-là, ils vont être sensibles au contexte et associés à des permissions. Donc, vous voyez, par exemple, des trucs layout builder restriction, par exemple. Ben ça, il n'y en a pas besoin. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous créez un deuxième builder, vous l'associez en fait à une permission donc avec des rôles, et vous configurez différemment. En fait, on va pas avoir à reconstituer l'immense écosystème des layout builders. Non pas parce qu'on a tout intégré, mais parce qu'en fait, on a mis des mécanismes de base qui permettent de s'en affranchir. Par comparaison, la 3500 lignes de code, il y en a combien dans l'expérience 35 000 aujourd'hui.
Donc la question, c'est la comparaison avec Experience Builder. Ouais. On est un peu parti dans la direction opposée. Nous, en fait, eux, ils ont voulu faire une app à côté de Drupal, distincte de Drupal et finalement faiblement intégrée à Drupal. Nous, on a voulu faire le module, le bon élève, le module le plus drupalien qu'on puisse imaginer pour ce type de tâche. Et du coup, avec SOAP-Key, ben, non seulement on était un peu bêta-testeur sur UI Pattern 2, sur UI Icons, et là, ben, voilà, on teste également le côté Layout Builder. Après, bon, peut-être Pierre, il le re-signalera après. Donc, comme j'ai dit, ça a été mis en ligne en public sur Drupal.org. Il va y avoir une phase d'alpha et de bêta. Peut-être que certaines structures de données ou certains enregistrements de configuration seront stables voilà, dans 2 mois, quelque chose comme ça. À peu près voilà. début août, ça peut démarrer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être une merge request sur SOAP-Key. Mais je vais attendre que le display builder soit en stable avant de merger, parce que si toute la configuration enregistrée, la structure doit rechanger, ça ne sert à rien que je merge ça maintenant. Mais en tout cas, j'ai hâte que ce soit dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, pour le module Query Media, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour des composants? Alors la question, c'est le module donc CQRI qu'on a développé, je suppose. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des composants? Ben, en fait, le composant, il n'est pas au courant qu'il a une image. Le composant, il est au courant qu'il a un slot, un champ dans lequel tu injectes ce que tu veux. Et c'est ce que tu vas injecter dans ce que tu auras injecté. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'utiliser aussi pour, même s'il n'y a pas d'image, pour réagencer n'importe quel champ en fait, en fonction de la... Ah non, c'est pas... Ouais, en effet, comme ils disent, je pense pas que ce soit la même problématique dans ce cas-là. Parce que du coup, là, en fonction de ce que tu as à disposition, t'as pas besoin de ce module. Parce que là, le module, le problème que ce module cherche à résoudre, c'est le fait que la balise picture ne gère pas les container query. Mais d'autres tags les gèrent déjà en fait, les container query en CSS. Tu vois, donc... non, mais même que pour la balise picture, parce que même la balise image la gère déjà. C'est que balise picture qui manque ça, qui manque cette spécification HTML CSS. Voilà. C'est juste un petit gap qu'on cherche à combler, quoi, mais voilà. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour votre attention.